Bienvenue sur Coup Double. Dans ce podcast, on explore, on raconte et on célèbre la vie avec des jumeaux. Chaque semaine, plongez avec moi dans des témoignages, des échanges avec des experts et des retours d'expérience de parents comme vous et moi qui répondent aux questions qu'on se pose tous. Je suis Camille, maman de 3 enfants rapprochés dont des jumeaux et créatrice de Coup Double depuis novembre 2024. Coup Double, c'est un univers dédié aux parents de jumeaux. Avec le podcast bien sûr, mais aussi une page Instagram pour échanger ensemble et un site rempli de ressources et de produits pensés pour nous, les parents de jumeaux. Notre mission est simple, célébrer la parentalité gémellaire dans toute sa beauté et sa complexité. Alors si vous êtes un parent, un futur parent, le proche d'un parent de jumeaux, ou juste curieux d'en savoir plus sur la gémellité, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Coup Double. Il y a quelques mois, je recevais Laura qui venait nous raconter son histoire de maternité et notamment sa dépression du postpartum. Mais au même moment, j'ai également eu la chance de recueillir le témoignage d'Asia, qui est elle aussi passée par cette épreuve. Une dépression différente qui, pour sa part, s'est installée insidieusement dès la grossesse pour finalement exploser lors du postpartum. Asia, c'est la maman de 3 petites filles, nées à 2 ans d'intervalle. Dans l'épisode, elle nous fait part de ces nombreux mois où se sont accumulées fatigue, angoisse et pensées négatives de plus en plus envahissantes. Mais elle nous raconte aussi le chemin qu'elle a parcouru pour se relever, l'accompagnement qu'elle a trouvé et le regard positif qu'elle porte aujourd'hui sur elle-même et sur ses capacités à être mère. Si j'ai choisi de partager aujourd'hui son témoignage, c'est parce que l'objectif de cet épisode est d'apporter un regard complémentaire, de montrer que la dépression du postpartum peut prendre des formes différentes, pour vous permettre de repérer d'autres signes qui peuvent alerter, mais aussi pour mettre en lumière les différents chemins pour aller mieux. Avant de lancer l'épisode, je vous rappelle que si ce podcast vous plaît, le meilleur moyen de le soutenir est de vous y abonner, de laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, parce qu'évidemment c'est ce qui aide le plus Coup Double à grandir et à toucher toujours plus de parents de jumeaux. Alors maintenant je vous laisse découvrir le témoignage d'Asia et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Asia. Salut Camille. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Merci d'être là aujourd'hui, d'avoir accepté de témoigner sur une partie de ton histoire de maman qui, je pense, n'est pas forcément facile non plus à aborder face à un micro. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots pour que tout le monde sache qui tu es ? Bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Asia, j'ai 34 ans et je suis maman de 3 enfants. Une grande de 4 ans et 2 petites jumelles de bientôt 21 mois. Donc, des petites bien rapprochées. Oui. On va rentrer directement justement dans le vif du sujet en parlant déjà de ta première grossesse et de ton premier postpartum. Comment est-ce que ça s'est passé suite à ta première grossesse ? Alors, ma première grossesse s'était très bien passée. C'était la grossesse rêvée, pas de vomissements, enfin, vraiment la grossesse parfaite. Et on a eu un accouchement en soi qui s'est très bien passé, sauf qu'à la naissance de ma fille a manqué d'oxygène à la naissance. Et elle a dû être en hypothermie pendant 3 jours, donc en réanimation néonatale. Ça a été très compliqué. Et je trouve que dans l'accroche de la maternité, ça a été un petit peu compliqué aussi, de ne pas avoir son bébé avec soi et de se retrouver avec un bébé branché de partout. Et il y a eu des moments un peu difficiles après. Notre première fille était très facile. Pour un bébé de cet âge-là, je veux dire, elle a fait ses nuits à 3 mois. On avait un bébé très facile. Et du coup, je me suis lancée dans la reprise du travail à 3 mois, pleine de croyances. Et il y a eu quand même des petits coups de mou, des petits moments de fatigue, de questionnement. Mais voilà, on avait un bébé qui était plutôt très agréable et très facile. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un deuxième bébé rapproché, histoire d'avoir des enfants très proches. D'où la deuxième grossesse à moins de 2 ans de ma fille. C'est ça. Donc, combien de temps après, du coup, vous décidez de vous relancer dans un projet bébé ? On en parle, elle devait avoir 18 mois, en se disant qu'on se laisse un peu le temps. Et ma première grossesse, ça a été vraiment le premier coup. Je veux dire, c'était pas vraiment, c'était pas vraiment un essai. Et on s'est dit, ça peut pas le faire 2 fois comme ça. Donc voilà, vers 18 mois, on en parle. Et je suis tombée enceinte, elle avait 23 mois. Et pareil, ça a été du premier coup. On s'y attendait pas trop. On se disait qu'on avait peut-être un peu le temps, entre le moment où on en parlait et le moment de la grossesse. Ouais, vous commenciez les essais en vous disant peut-être que cette fois-ci ça va prendre un peu plus de temps, donc on commence dès à présent parce qu'on veut quand même des enfants rapprochés. Et finalement, ça a quand même pris rapidement aussi. Tout de suite. Et avec une annonce de gémelléité tout de suite.
Du coup, quand ça a été confirmé à l'échographie, qu'est-ce que toi, tu ressens à l'annonce de, justement, cette grossesse gémellaire? Une profonde angoisse. Vraiment, j'ai pleuré. Je pensais pas pouvoir pleurer autant à une écho. C'est-à-dire qu'en même temps, j'étais très contente de voir 2 bébés. Enfin, j'étais contente de voir mes bébés à l'écran. Et en même temps, je me disais, mais c'est pas possible. Je vais pas tenir le coup. J'ai une petite qui vient à peine de fêter ses 2 ans. Puis 2 bébés, puis non. Puis toute ma vie changeait. Je me disais, faut qu'on change de maison, faut qu'on change de voiture, faut... Vraiment, avec des vagues, je pense, pendant une semaine, de larmes intenses en me disant, mais je vais jamais m'en sortir, mais Oh, non. Ça a été très compliqué, l'annonce. Vraiment. Le temps de digestion a été un peu long, je trouve. Ouais. Est-ce qu'au final, au cours de la grossesse, justement, ce sentiment s'est un peu apaisé et voilà, vous avez petit à petit réussi à accepter la gémellité? Alors, nous, on a eu une grossesse très rapidement, très compliquée. J'ai été hospitalisée. En fait, j'ai pris un peu le temps de digérer parce que ma collègue de travail venait d'accoucher de jumeaux. Enfin, elle venait de revenir au travail après des jumeaux. C'était plutôt marrant. On est une équipe de 4 filles de grossesse gémellaire qui se suivent. Du coup, elle, qu'est-ce qu'elle te disait? Ça te rassurait d'avoir un peu son expérience? Enfin, voilà, tu t'identifiais un petit peu à elle? C'était quoi un peu le ressenti là vis-à-vis d'elle? Alors, elle me disait qu'on allait galérer, mais que c'était la plus belle chose, que c'était hyper marrant. Voilà, alors des fois, elle me calmait un peu quand je lui disais, mais moi, je reprends le travail après 6 mois, où elle me disait, ouais, tu rêves un peu. Et en même temps, voilà, elle me disait que ça allait être super cool, que de voir les grands avec les plus petits, enfin, elle essayait de me rassurer. Voilà, elle me racontait son expérience. Puis voilà, elle a beaucoup d'humour, donc même dans ce qui pouvait paraître un peu dur, ça me faisait rire et j'apprivoisais la chose avec un peu plus de légèreté. Sauf qu'à 24 semaines, je vais faire l'écho, parce que pour les jumeaux, il y a tous les... Enfin, moi, c'était une fois par mois, voire tous les 15 jours, mes échos. Mhm. Et très rapidement, le médecin, je l'ai vu faire une tête pas cool. Donc, il reprend 3 fois son écho en mode... Ah. Il se passe un truc, ouais. Et on nous avait très rapidement prévenu, le transfuseur, tout ça. Donc, je m'inquiète un peu. Et il bascule en salle de maternité. Et là, il me dit, appelez votre conjoint, vous êtes transféré, vous rentrerez pas chez vous. Et donc, il me transfère à 2 heures de chez moi. Qu'est-ce qu'il a vu, lui, sur l'échographie? Donc, il me dit, il y a un des 2 bébés qui est plus petit que l'autre. Mais voilà, pas beaucoup de choses en plus. Il me dit, votre grossesse ira pas à terme. Si le bébé survit, ce sera un exploit. Et tu sais, je pense ton cerveau, quand il décide de pas entendre une information, moi, je voulais pas entendre. Donc, je lui disais, mais je vais revenir. Je vais accoucher ici. Quand est-ce que vous me retransférez à la maison, en fait? Et il me disait, mais on vous retransférera pas. Enfin, il me dit, il y a peu de choses. Enfin, on vous reverra pas. Je suis transférée à Chambéry, toute seule, sans ma fille. Donc là, ça avait commencé déjà le moral. Et donc là-bas, ils refont l'écho, ils refont les prises de sang et ils me redisent, écoutez, le bébé est trop petit. Et ils me laissent comme ça, ils me disent, vous passez la nuit en... J'ai été transférée à Chambéry, ils ont une unité pour les pathos, les grossesses pathologiques. Ouais. Et ils me laissent comme ça. Et le lendemain, mon conjoint me rejoint avec ma fille. Le médecin nous annonce que du coup, la petite souffre d'un retard de croissance in utero inférieur à 1%. Donc vraiment, on est sur un tout petit bébé. Ouais. En nous disant, là, vous êtes à 24 semaines, on vous propose de faire la maturation des poumons. Quoi qu'il arrive, si vous accouchez maintenant, on ne fera pas de réanimation sur les enfants. Et en nous préparant psychologiquement à que même si j'atteins les 25e semaines, la 25e semaine, probablement que la plus petite ne survivra pas et qu'on n'aura que la grande, la plus grosse des 2. Donc ils me font la maturation des poumons, ils me laissent sortir en me disant que quoi qu'il arrive, même si je devais accoucher ou que si la plus petite mourait en entraînant la deuxième avec elle, quoi qu'il arrive, de toute façon, ils feraient rien. Donc on prend un Airbnb avec mon conjoint pour rester à Chambéry et puis voilà. Et je suis réhospitalisée à 25 semaines avec vous allez accoucher là dans les jours qui arrivent. Sauf que non. Et ils vont m'hospitaliser longtemps, jusqu'à ce que je finisse par m'énerver en leur disant j'aimerais bien qu'on me retransfère, je suis à 32 semaines. J'y suis quand même depuis ma 24e semaine. Hein, donc, Et ils me retransfèrent à 33 semaines à Thonon, où j'arrive dans mon hôpital de base. Sauf que là, j'ai le moral en bas. Là je tiens plus. Là, je veux dire, on continue à me parler de risque, on continue à me dire qu'elle est trop petite. Et en fait, même à Thonon, ils ne veulent pas me laisser dormir chez moi. Donc en fait, ils me font mon écho du matin, ils me laissent sortir de l'hôpital, mais je dois revenir dormir le soir à l'hôpital. Donc je vois ma fille que quelques heures par jour, et j'ai le moral qui est vraiment au fond des chaussettes, quoi.
j'en arrive à un stade de regretter cette grossesse, de regretter ces enfants, de regretter d'avoir tenu aussi longtemps. C'est un bouleversement. Et à ma dernière écho, ils me disent écoutez, le bébé grandit plus, on vous retransfère, mais cette fois-ci, dans un autre hôpital encore, d'un autre niveau, à Annecy. Et en fait, j'accouche en césarienne d'urgence en arrivant là-bas. Du coup, tu étais à 33 semaines, 34 34 plus 4. Ce qui est un exploit, vu qu'il m'avait dit que je ne dépasserais pas les 25-26 semaines. Comment ça se passe, du coup, cette césarienne d'urgence et puis les premières heures de tes filles? Alors, la césarienne d'urgence, ils m'ont laissé le temps d'appeler mon conjoint et de le laisser venir. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, il y a urgence parce que le cœur de la plus petite faisait vraiment des... En fait, le transport m'avait provoqué des contractions. Donc, en fait, à chaque contraction que j'avais, son cœur ralentissait. Mais ils m'ont dit, enfin, s'il arrive en moins d'1 heure, on peut attendre. Okay. Bon, il est arrivé dans la minute qui a suivi. Ça a été au cours dans le couloir. Et là, au moment où ils les sortent, de savoir qu'elles vont bien, j'ai ce moment de joie et ça va pas me quitter pendant 24 heures. Je décollerai pas d'un ça va. Et ça va. C'est pas grave si elle est dans la boîte, c'est pas. Sauf que d'un coup, il y a les nouvelles qui arrivent. Elle peut pas s'alimenter toute seule. La plus petite pouvait pas s'alimenter toute seule. Elles ont la jaunisse. Et là, il y a la redescente d'hormones. Là, il commence à y avoir la chute, les nouvelles. Pour moi, c'était aussi un choc parce que ça avait tellement tenu longtemps que j'avais vraiment eu l'espoir de pouvoir accoucher par voie basse et de ne pas avoir les soins comme la première, de ne pas avoir de réanimation, de pouvoir rentrer chez moi en fait, de pouvoir materner comme j'en avais envie. Et d'un coup, je suis dans cette chambre de néonate avec tous mes espoirs, parce que je savais que ça serait ma dernière grossesse, qui tombe à l'eau en fait. Et que mes bébés vont... Enfin, j'ai un de mes bébés qui va pas si bien que ça, et qu'on reprend tout le parcours on va rester longtemps en néonate, voilà. C'est quand même très compliqué. Et elle est plutôt costaud, parce qu'après avoir tenu autant de semaines dans mon ventre, elle va remonter le poids à la vitesse de l'éclair. Et au bout de 15 jours, on va être retransféré de nouveau dans mon hôpital d'origine, où là, elle va prendre du poids. D'un coup, son cœur va bien, elle respire toute seule. Enfin, tout d'un coup se passe nickel. Donc au final, elles vont rester combien de temps hospitalisées, les filles? Est-ce qu'elles vont pouvoir sortir aussi au même moment? Eh ben non. Et c'est là où je trouve que l'hôpital a... On leur avait dit que nous, on voulait pas de sortie, qu'on voulait qu'ils nous préviennent, pas de différé, et qu'ils nous préviennent pas le matin pour le matin, quoi. Qu'on ait le temps de se préparer, de préparer la grande, de préparer l'espace. Et parce que c'est ça aussi, quand tu es hospitalisé, que tu sais pas si tu vas t'en sortir, c'est que tu prépares rien, en fait. Un matin, on arrive à l'hôpital, ils nous disent on laisse sortir la grande. Voilà. Et vous sortez avec la plus grosse et vous passerez la nuit en maternité pour que vous puissiez prendre l'habitude de vos 2 bébés la nuit, mais après, vous repartez avec une seule des 2. Donc, pour moi, repasser une nuit à l'hôpital, c'était déjà un enfer. On me faisait vivre mon pire cauchemar de nouveau. Et puis, ça a été une nuit avec 2 nourrissons. J'étais pas préparée, il n'y avait pas mon conjoint. J'étais tellement dans un état d'épuisement psychologique que j'y arrivais pas. Je voulais pas être là. Je regardais les heures qui s'égrenaient juste pour pouvoir rentrer chez moi, en fait. De prendre mon bébé, de partir. Et en même temps, avec cette culpabilité de laisser l'autre à l'hôpital, de la laisser toute seule, alors qu'elle avait jamais été toute seule jusqu'à maintenant. Donc ça a été très compliqué. Et quelques jours plus tard, elle devait sortir à 2 kilos. Sa sœur est sortie le lundi. Le vendredi, elle faisait 2 kilos pile à la pesée. Et du coup, je rentre avec ces 2 bébés et cette fatigue psychologique qui est déjà installée depuis des mois, où j'ai pas dormi depuis plusieurs mois. Tu sais, on dit toujours avant l'arrivée d'un bébé, dormez, reposez-vous. Sauf qu'en fait, quand tu es hospitalisé, tu dors pas. Et puis quand tu vis avec cette angoisse permanente et que tu attends chacun de tes bilans médicaux avec une angoisse, en fait, tu n'es pas reposé. Tu es juste une espèce de boule de nerfs qui tient parce que tu tiens ce que tu te dis, il faut que je tienne pour mes enfants, quoi. Mais t'es déjà épuisé. Ouais. Donc tu rentres, vous rentrez du coup toutes les 3, comme tu dis, avec beaucoup de fatigue accumulée. Comment ça se passe, le retour à la maison, la rencontre avec tes 3 filles ensemble, les premières semaines à la maison, comment ça se passe? Alors le premier mois, mon conjoint, on a eu de la chance. Les filles sont nées après l'allongement du congé paternité. Donc il a pu rester 28 jours à la maison.
Ma grande n'est pas très contente de l'arrivée de 2 bébés au final. Ça l'amuse 3 minutes. Et très rapidement, quand elle comprend qu'en fait, ça prend toute la place, elle n'est pas ravie du tout. Et moi, je suis très rapidement fatiguée en fait. On a la plus petite qui dort très peu. Et ce qu'on avait mis en place pour la première, c'est-à-dire chacun tour de rôle, on va lui donner le biberon dans la nuit, etc. Ça marche plus quand on a 2. Du tout. Et puis tu as un petit bébé qui boit moins de quantité de biberon, mais plus souvent. Tu en as une autre qui boit des plus grandes quantités, mais moins souvent. Et c'est le premier mois, c'est une usine en fait. Moi, j'arrive pas à me poser, à réfléchir, à savoir ce que je vis. C'est l'usine. Je suis très mécanique dans tout ce que je fais et j'angoisse en plus tous les jours à l'idée que mon conjoint reprenne le boulot et que je vois l'ampleur de ce qui m'attend en fait. De la grande qu'il faut préparer le matin, aller la chercher chez la nounou le soir, les 2 bébés dont il faut s'occuper, à me dire mais comment je vais faire pour si mes bébés ont faim au moment de partir pour chercher la grande, ou si elles dorment enfin et qu'à ce moment-là, il faut que je mette tout le monde dans des cosy, dans une voiture, que je déplace tout le monde. Et puis comment je vais faire pour gérer 2 biberons en même temps, les bébés qui pleurent en même temps. Donc en fait, tout est sous le signe de l'angoisse. Tout de suite. Tout de suite, ok. Je vois pas le positif, en fait. Je vois que les choses qui pourraient mal se passer ou qui vont être compliquées. J'arrive pas à me projeter dans la beauté du truc. Et comme tu dis, tous tes gestes, c'est très mécanique. T'as l'impression d'être un robot qui fait les gestes parce qu'il faut les faire et parce qu'il faut s'occuper de ses bébés. Mais après, au-delà de ça, voilà, il n'y a pas forcément de sentiment ou d'envie de ton côté de faire tous ces gestes-là. Non, mais en fait, je prends pas le temps de réfléchir. Je suis déjà tellement épuisée qu'en fait, j'arrive pas à me rendre compte que j'y prends pas de plaisir dans tout ça. Moi, je suis éducatrice spécialisée. Donc nous, quand on a affaire à la PMI, c'est jamais... c'est toujours nous qui demandons l'arrivée de la PMI. Donc moi, j'avais pas envie de la PMI. Sauf qu'à un moment, je me suis retrouvée toute seule et qu'elles sont venues faire les pesées à la maison. Et je suis tombée sur un ange, je pense, vraiment, qui a tout de suite pris l'ampleur de ma fatigue mentale et probablement de mon début de dépression, dont je me rendais pas compte et que je pense que je voulais pas m'avouer à moi-même que j'étais au fond. Et qui très rapidement m'a dit « Mais vous êtes fatigué, vous allez pas bien, il vous faut de l'aide. » Et alors là, pour moi, c'était « Oh là là, mon Dieu, mais des gens qui viennent chez moi, c'est hors de question. Et puis, je vais m'en sortir toute seule. Je les ai voulus, ces enfants, il est hors de question que quelqu'un prenne ma place. Je vais tenir cette maison à bout de bras, le ménage, la nourriture, mon grand délire. Je vais faire mes petits pots toute seule, je vais y arriver, en fait. » Ouais, t'étais épuisée, mais tu voulais rien déléguer, rien lâcher. Non. Et puis, quand elle m'a parlé de TISF... c'était hors de question pour moi. D'avoir des travailleuses à la maison sociales, venant du milieu dans lequel je travaille, c'était hors de question. Et les filles avaient 3 mois quand elle est revenue en me disant « Écoutez, on ne prend pas la TISF, est-ce que vous voulez une aide ménagère ?» Et c'est mon conjoint en fait qui m'a mis le haut là en me disant « Maintenant, t'es fatiguée, t'en peux plus. » En fait, je pleurais du matin jusqu'au soir. Je veux dire, mes filles se mettaient à pleurer, je pouvais exploser, je m'enfermais dans la salle de bain en pleurant toutes les larmes de mon corps. Des fois, je les regardais, elles se mettaient à pleurer. J'étais, mais stop, je vous en supplie, arrêtez. C'était vraiment un enfer. Je supportais plus les pleurs, je me supportais plus, je pouvais plus me regarder dans une glace. Je sortais pas de chez moi. Donc mon conjoint m'a mis le haut là en disant maintenant tu acceptes de l'aide en fait. Et j'avais une amie qui venait très régulièrement qui venait régulièrement. Qui m'obligeait à sortir une fois par semaine de chez moi et qui m'a dit aussi « Asia, t'es pas bien en fait, il faut que tu vas pas bien. » Et j'ai eu du mal à l'admettre. En fait, c'est quand ces 2 personnes m'ont dit « Tu vas pas bien, là, il faut que tu prennes de l'aide » que j'ai réalisé qu'en fait... Donc autour de toi, en fait, c'est plutôt du coup ton ami que tu voyais chaque semaine et la personne de la PMI qui ont commencé à t'ouvrir un peu les yeux sur ce que tu ressentais, ce que tu vivais. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, quand je me suis posée, je me suis dit « Mais... » Un jour, j'ai dit à mon conjoint, je lui ai dit, mais je les aime pas. Je les aime pas, ces enfants. Je les voulais pas, j'y arrive pas, je suis pas une bonne mère, je m'en sors pas. Comment on peut être une bonne mère quand on n'aime pas être avec ses enfants ? Aujourd'hui, je le dis, je m'en veux plus. Mais à l'époque, d'avoir ressenti ça, du coup, c'était un trop-plein de culpabilité. Mais à me lever le matin en me disant, mais je suis une mère horrible, elle mérite pas une mère comme ça. Mais faut que j'aille me prendre ma voiture et que j'aille me mettre dans un mur, en fait. J'ai pas à m'occuper de mes enfants comme d'une mécanique et
vraiment avec des termes que j'utilisais pour me décrire qui étaient affreux. Puis je disais à mon conjoint, mais regarde-moi ça, mais je ressemble à rien, je suis en jogging toute la journée. Mais comment tu peux supporter de vivre avec moi? Je suis jamais contente, je pleure tout le temps. Et en fait, on a commencé à se rapprocher de la date de ma reprise de travail. Et on m'a débloqué l'aide ménagère et une TISF à la demande de mon conjoint. Et en fait, j'ai eu cette aide ménagère. Moi, je l'ai appelée mon rayon de soleil. Quand je le dis, je pense qu'elle m'a sauvé la vie. Elle m'a clairement sauvé la vie. Elle est arrivée chez moi comme une boule de joie et vivre, en venant me réconforter sur ce que je faisais chez moi, en me disant que j'étais une super maman. Et elle était là, et elle arrive une fois par semaine avec allez madame, on y va, allez, comment vous allez, qu'est-ce qui se passe? À me parler d'autre chose que de mes enfants. Quelqu'un qui me parlait de moi, et qui un jour m'a dit, mais vous pouvez pas retourner au travail. Regardez, vous êtes fatigué. Et mon conjoint m'a dit, mais va voir le médecin. Donc le médecin m'a arrêté pour 15 jours en me disant, faut aller voir le psychiatre. Est-ce qu'à ce moment-là, du coup, un diagnostic de dépression du postpartum est quand même posé par ce médecin ou en amont par d'autres J'avais vu la psychologue de la maternité pendant un temps après la grossesse, parce qu'on a le droit, dans le cas des grossesses compliquées, des naissances compliquées, d'avoir un psychologue, en tout cas dans l'hôpital d'où je viens, qui, elle, avait commencé à énoncer le mot, mais voyant ma réticence, n'avait pas trop insisté, quoi. Et en fait, je vais voir le psychiatre, qui tout de suite me pose le diagnostic de dépression du postpartum, en fait. Il me dit tout de suite, mais vous êtes malade, en fait. Il me dit, vous avez vécu tellement d'événements en 3 ans, depuis la naissance de votre aîné, qui a quand même été une angoisse pas possible, que j'avais choisi d'enfouir un peu dans un petit coin, en fait. Plus là, il me dit, mais 3 mois de grossesse, hospitalisé, une naissance pareille, il dit, mais vous pouvez pas. Et la fatigue qui s'accumule, il me dit, mais c'est normal que vous alliez pas bien. Cette fois, est-ce que tu acceptes le diagnostic ? Je le prends parce que j'ai un arrêt de travail. Okay. Mais il me conseille d'aller voir une psychologue en EMDR. Donc j'ai fait 6 mois de MDR. Ouais. Voilà, on y allait c'est quoi EMDR, si tu peux C'est une chez le psychologue, du coup, oui. C'est par les yeux, en fait. Tu viens soigner un traumatisme. Tu viens pas faire une psychanalyse de ta vie, tu viens réellement soigner des traumatismes. Et tu viens les soigner, en fait, en changeant le signal dans ton cerveau, en fait. Donc avec une barre lumineuse, à travers des souvenirs traumatiques, du coup, tu viens essayer d'expliquer un peu à ton cerveau de faire un autre chemin que celui qui l'utilise et du coup qui te met en souffrance. Donc elle est venue soigner le traumatisme de la première naissance de ma fille, de la grossesse. On est aussi allé soigner 2-3 autres trucs qui étaient passés et qui faisaient aussi que, du coup, voilà, ce que moi j'avais pu enfouir, ça faisait que ressortir mes puissances 1000, en fait. Et là, on a terminé il y a un mois. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et par exemple, quand je me fâche aujourd'hui après mes enfants, parce qu'on est parents, et que des jumeaux, ça reste très épuisant. Et 3 enfants rapprochés, comme tu le sais, c'est très épuisant. Je ne suis pas en train de culpabiliser à mort parce que je les ai grondés, quoi. Est-ce que tu en as parlé à ton compagnon maintenant ? Comment est-ce que lui, il a vécu aussi cette période Oui. Ouais. Mais tu vois, on en est arrivé à un stade où je me rendais compte qu'il était fatigué, lui aussi. Et que lui aussi, en fait, mon hospitalisation de 3 mois avait été un choc pour lui. Et que lui aussi, la naissance de ses filles compliquée pour la 2e fois. La peur qu'il avait eue pour moi aussi. Parce que moi, je m'étais jamais rendu compte qu'il avait peur. Pour moi, il avait peur pour ses enfants. Mais en réalité, il avait peur aussi pour moi. Qu'il était fatigué, j'arrivais pas à m'en rendre compte. Et aujourd'hui, il me le dit. Il me dit qu'il a eu peur, voilà, et qu'il était inquiet pour moi. Et qu'il savait plus quoi faire pour m'aider et qu'il voulait juste que je m'en sorte, mais qu'il savait pas. Donc il n'avait pas les clés, ouais, pour t'aider. Puis c'est tellement dur d'aider quelqu'un qui est malade comme ça, parce que c'est une maladie, la dépression. Hein. Tu sais, il y a souvent ces écoles de dire il faut pousser les gens. Mais en réalité, c'est pas vrai. Et je trouve que lui, il a été admirable dans une douceur, dans une écoute. Lui, il continue à travailler. Donc, je veux dire, le matin, quand il se levait, il allait bosser toute la journée. Alors, moi aussi, je bossais, parce que s'occuper de 3 enfants, c'est du boulot. Mais il allait faire ses journées. Mais la nuit, souvent, il a pris mon relais la nuit quand j'y arrivais pas. Alors, il y a des fois, il est parti avec les enfants le week-end 2-3 heures juste pour que je puisse avoir ces 2-3 heures pour rien faire, en fait. Du coup, bon, le pauvre, il rentrait, je culpabilisais d'avoir rien fait. Alors, du coup, c'était le cercle vicieux.
Mais voilà, à me soutenir, à jamais envahir mon le peu d'espace vital qui me restait, à vraiment être dans la bienveillance et la patience avec moi. Et je me dis, waouh. Aujourd'hui, s'il me fallait la preuve que c'était lui, c'est vraiment lui, quoi. Parce que il a fallu, je pense, être d'une patience. Moi-même, je ne sais pas si je pourrais supporter quelqu'un qui se dénigre autant et puis de la peur. Je me dis, est-ce que je pourrais supporter de me dire, quelqu'un qui se lève le matin en me disant, mais moi ce soir, je me jette dans le lac, c'est fini, ou je bouffe ma boîte de médoc, on arrête. De me dire, je pars au boulot, je la laisse avec 2 bébés. Tu vois, et qui partait en me disant, mais non, tu vas t'en sortir, moi je te fais confiance. Regarde, mais t'es génial. C'est vraiment incroyable, quoi. Il a été incroyable, vraiment. Et aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, il me dit qu'il est content que ça aille mieux et que, voilà, il est fier. Et aujourd'hui, il me dit qu'il est fier de moi. Tu vois, je sais que je suis guérie, mais en plus, je me regarde avec fierté parce qu'il me regarde avec fierté et je me dis, putain, on l'a vécu ensemble, il n'est pas parti, il m'a soutenu, mais en plus de ça, il est fier de moi, mais... Ouais, aujourd'hui, tout ce qu'avant tu voyais comme je suis un poids, dès que quelqu'un s'occupe de moi ou me dit quelque chose, c'est voilà, je suis un poids. Là aujourd'hui, tu arrives à le voir comme c'est parce que je suis quelqu'un qui a de la valeur et c'est pour ça qu'on me dit ça, qu'on a fait ça pour moi et qu'on a été là pour moi. C'est ça. Mais ça m'a fallu du temps, mais aujourd'hui, je me regarde avec fierté. Et aujourd'hui, pour moi, participer aujourd'hui à ton podcast, pour moi, c'était arriver à passer cette dernière étape, de témoigner et de pouvoir être fière de moi. Merci d'avoir écouté Coup Double. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note depuis votre plateforme d'écoute préférée, puisque c'est vraiment ce qui aide le podcast à se faire connaître et à continuer de grandir. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.